Je suis ravie, de faire, ta rencontre parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur ton livre qui s'appelle, «Les gens qui s'aiment ont leurs secrets, 7 clés puissantes pour réparer enfin son cœur et aimer pleinement», aux éditions Le Lotus et l'éléphant, qui est paru il y a quelques mois. C'est vraiment un livre où, tu fais preuve de beaucoup de vulnérabilité et d'authenticité. C'est vraiment très, très touchant. Je pense que ça a pas dû être, facile de l'écrire et en même temps, je pense que ça a dû être libérateur quelque part. Mmh. Merci. Alors, c'est une question? Savoir si ça a été difficile ou libérateur? Ouais. Alors, comme je pense que tu as fait un long chemin en spiritualité, tu seras pas surprise si je te dis que j'ai la sensation qu'on m'a quand même pas mal aidée dans l'écriture de ce livre. Hem, Parce qu'à partir de l'instant, où je me suis dit, que je partagerais bien sous forme d'un livre, parce que je trouvais que ça permettait de transmettre des choses, de manière, concrète et accessible. Tout le monde n'a pas les moyens aujourd'hui de s'offrir un accompagnement, ou n'a pas forcément conscience d'en avoir l'envie non plus, et un livre, c'est accessible, et je me disais: Je l'écrirai si je pense que si quelqu'un d'autre croit aussi comme moi que ça vaut le coup, et puis quand j'ai eu la confiance du lotus et l'éléphant, bah, ça m'a donné, l'élan, et là, par contre, je pense qu'il était prêt, et donc en termes de concret, ça a pas été difficile, non, parce que je pense qu'il était déjà là. Il était vraiment prêt, juste, après c'est un premier ouvrage qui mériterait, probablement d'être approfondi par endroits, et il est très brut. Quand tu dis authentique, c'est vrai, pour le coup, pour l'avoir relu plusieurs fois pour la correction, hem, je l'ai écrit d'un trait. C'est pas quelque chose que j'ai mûri comme d'autres auteurs peuvent prendre, leur temps, avec une volonté de quelque chose de très, perfectionné. Moi, c'est quelque chose de très brut, de très spontané, il voilà, ça a pas été laborieux. J'avais dédié un temps exprès à ça, et dès que j'étais dans mes phases dédiées à l'écriture, ça venait. C'est en ça où j'ai la sensation, soit il était vraiment pris plus longtemps, soit j'ai été drôlement aidée. Voilà. En termes de libérateur, là où c'était le plus challenging, c'était pour la part qui concerne ma maman, parce que ma maman est toujours de ce monde, et je me disais: «Bon, le but c'est pas non plus, de faire mal, en transmettant, des histoires, depuis l'angle de vue qui n'est que le mien, et donc qui n'est en aucun cas une vérité». Heu, mais en même temps, si je partageais pas mon ressenti, je pouvais pas vraiment aider non plus. Donc c'est là où ça m'a demandé, je trouve, le plus de courage et de paix en moi, c'était, d'accepter de partager mon vécu, en sachant que, bah, les personnes qui le liraient, beaucoup de personnes aussi proches de moi, m'ont dit: «On a appris des choses sur toi», parce que je suis pas forcément quelqu'un qui, heu, dévoile son passé comme ça. Donc oui, de se dire, bon, j'ai des amis, je pensais pas qu'ils le liraient, et de se dire: «Waouh, il y a des gens, que tu fréquentes tous les jours maintenant qui savent des choses très intimes de toi», c'était pas forcément évident, et en même temps, je me suis dit: «Bah, les gens qui le lisent, ce sont certainement les gens qui ont besoin d'y découvrir quelque chose», donc après tout, heu, c'est un peu pour ça que j'ai choisi cette voie, donc Ça et ta mère, elle l'a lu le livre du coup? ah, ça, je sais pas, j'ai pas demandé. Mmh. Et est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu t'aimes pleinement du coup? Parce que c'est vraiment l'amour de soi. En fait, moi ce que j'ai aimé aussi, c'est le dernier chapitre où tu parles, existe-t-il une épreuve spécifique aux personnes atypiques? Hem, Parce que c'est vrai tout au long du livre, le titre c'est «Les gens qui s'aiment ont leurs secrets», mais ça parle beaucoup de relation à l'autre et plus on chemine, plus on avance dans la lecture, plus en fait on se rend compte que l'amour commence d'abord par soi. C'est l'amour Mmh. de soi. On ne peut pas aimer pleinement l'autre si on ne s'aime pas soi-même. Et du coup, moi, c'est cette question que je voulais te poser. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec tout ton vécu, tout, ce que tu as pu mettre en place aussi dans ta vie, parce que tu mets aussi beaucoup de choses en place et puis ton métier, forcément, les rencontres. Est-ce que tu peux dire que tu t'aimes pleinement? Mmh. C'est une belle question. Déjà, merci d'avoir remarqué la nuance dans le titre, parce que c'était un choix, précieux pour moi, qu'on puisse percevoir justement heu, l'ambiguïté du titre, et voilà, c'est un secret en lui-même. En tout cas, c'est ma vision.
que quand on s'aime soi, nos relations sont souvent le reflet de l'amour de soi. Est-ce que je m'aime pleinement? Ça dé je vais être embêtante, mais ça dépendrait ce qu'on mettrait derrière pleinement. Heu, je crois que sans mettre d'adjectif, aujourd'hui et je le dis avec beaucoup d'émotion, oui, je m'aime. Ce qui, hem, ce qui en sachant d'où je reviens, il y a pas besoin de mettre un adverbe ou un quelconque qualificatif derrière le «je m'aime» parce que c'est déjà en soi, heu, un cadeau magnifique de pouvoir me dire: «Oui, je m'aime» et après, je dirais que je m'aime, hem, chaque jour de mieux en mieux. C'est voilà, c'est que chaque relation, chaque, émotion, au quotidien grâce au travail que j'ai fait et grâce à celui que je continue de faire et grâce à voilà cette manière d'être, me permettent de voir les parts de moi que: «Ah tiens, ce petit truc chez toi là, tu l'y mets pas encore complètement celui-là» et donc est-ce que je m'aime pleinement? Je crois pas, je suis pas encore le Dalaï Lama et je suis pas sûre d'arriver à l'être dans cette incarnation, mais c'est vrai que heu l'idée d'avoir un peu, comme si tu demandais, à quelqu'un qui adore le sport et qui a enfin découvert qu'il avait des muscles et qui a commencé enfin à voir ses muscles, tu lui disais: «Est-ce que tu as enfin, tous les muscles que tu voudrais avoir?» Bah, je crois qu'en f c'est un jeu. Après une fois que tu as le plaisir de commencer à te muscler, bah, tu continues tout au long du chemin. Bah, je crois que l'amour de soi, moi je le verrais un peu comme ça. Complètement. Et est-ce que pour toi, c'est primordial de connaître ses blessures de l'âme avant de s'engager dans des relations sérieuses? Mmh. L'œuf ou la poule? Je crois que c'est quand tu t'engages dans une relation que tu découvres que tu as des blessures. Ah ouais? C'est en ça où pour moi ou quand ou quand tu as du mal à t'engager. C'est parfois, le fait d'avoir peur, hein, c'est dans la relation dans l'épreuve du cœur apeuré, c'est ça, c'est plutôt au contraire je crois que je me raconte que je suis mieux seule. Après, hem, je crois que la vie nous envoie les épreuves qu'on a besoin de vivre pour, pointer du doigt les blessures qu'on a besoin de guérir, que c'est certains d'entre nous vont en avoir, plein, d'autres, moins, d'autres, n'en prendront peut-être pas conscience, dans cette vie. Je sais pas si je réponds à ta question, mais Plus tôt on se connaît, plus tôt on a conscience de ses blessures et bien plus tôt on peut travailler dessus, en tout cas voilà, les connaître et ça va permettre d'attirer à soi les bonnes personnes et en tout cas de les reconnaître aussi plus facilement dans l'autre. Parce qu'il y a ça aussi, au lieu oui, mais de pour moi, si tu attends d'être tu vois, je prendrais garde à ce qu'on s'enferme pas dans la croyance que, je dois d'abord bosser sur moi et être bien et qu'ensuite je pourrais rentrer en relation. Parce que là, c'est comme si je tu attends d'avoir un projet qui est parfait pour le montrer au monde. Déjà, heu, pour moi, c'est croire qu'il y a un moment où tu es guéri, alors qu'en fait, c'est un chemin d'amélioration permanent et puis, parce que ça peut être hyper déstabilisant, une relation étant souvent le miroir de ce que tu es, elle va éclairer ce que tu aimes si tu ne cherches à confirmer que cela, mais elle va aussi éclairer les zones qui sont, pas encore, hyper, bossées chez toi ou sur lesquelles tu as encore, un chemin, à faire et donc parfois, c'est là où je parle de la relation expérimentale, tu peux avoir la sensation d'avoir vraiment apaisé plein de choses en toi, avoir commencé à t'aimer, à être bien et là, bam, tu rentres dans une relation et tu dis: «Oh! Mais je croyais que j'étais prêt là, c'est quoi ce ce bazar?» Et c'est pas le monde n'est pas dichotomique, c'est pas parce que tout d'un coup la relation elle devient challengeante pour toi que tu étais pas prêt à la vivre. Si tu crois que c'est: «Oh non, je me suis lancé trop tôt», tu pas forcément, dans la bonne réflexion. C'est peut-être justement que pour passer le palier d'après dans l'amour de toi et dans la rencontre avec toi, cette relation est un tremplin ou un catalyseur. Donc, OK. Et que penses-tu des flammes jumelles ou des âmes sœurs? Mmh. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça existe? les f alors
Oui et non. Heu, oui, je crois que ce que beaucoup de gens appellent les flammes jumelles, dans ma vision du monde, c'est une blessure d'abandon qui rencontre une blessure de rejet, c'est un évitant qui rencontre un anxieux et ça crée, «Je te suis, je te fuis, je t'aime mais je te fais mal». Hem, donc moi, le côté flamme jumelle, ça c'est ma vision, encore une fois, elle ne m'appartient, qu'à moi, hein, je à une époque où j'étais dans l'épreuve de la dépendance affective, je m'y suis raccrochée et elle a été plus toxique pour moi qu'autre chose parce qu'elle m'a donné la croyance que la relation qui était extrêmement toxique pour moi était en fait un chemin de guérison et donc je m'y suis accrochée alors qu'en fait, si j'avais pas eu cette espèce de croyance de flamme jumelle, j'aurais peut-être fait un travail de transformation intérieure plus vite. Donc je dirais, je suis pas fan de ce truc-là parce que je trouve que c'est un petit côté commercial et c'est un petit côté qui peut enfermer dans «En fait, c'est l'amour de ma vie et cette souffrance-là, je dois la subir parce qu'en fait, c'est mon job et que quand j'aurai fait ce chemin, cette personne-là va finir par m'aimer» et ça peut pour moi, je crois que ça peut un peu éloigner du recentrage de soi. Voilà, donc je suis pas trop fan. Le côté des âmes sœurs, pour moi, les âmes sœurs, on en a plein. Donc c'est pareil, les gens qui disent: «J'ai rencontré mon âme sœur», j'aurais envie de dire: «Tu as rencontré une âme sœur». Ça veut pas dire que si cette âme sœur, un jour, elle fait un autre chemin ou elle s'éloigne de toi ou elle quitte ce monde, parce qu'elle meurt physiquement, bah, tu es abandonné et tu auras plus droit à l'amour. Il y a d'autres, voilà et on peut avoir des âmes sœurs amicales aussi, j voilà. Mmh. Et on peut vivre, une très belle relation d'amour, sans forcément, que ce soit une même sœur. Oui, aussi, ouais, complètement. Ça peut être des complémentarités, ça peut être, oui, complètement, des retrouvailles, si on croise d'autres vies, mmh, complètement. Et du coup, tu en as un petit peu parlé là par rapport aux flammes jumelles, le «Suis-moi, je te suis», tu en parles aussi, dans ton livre. Est-ce que tu peux en détailler un petit peu, c'est la technique du «Suis-moi, je te suis» justement? C'est pas C'est une technique qui est très, très vendue par les coachs en séduction, sur les réseaux, et que je trouve, ultra toxique parce que c'est mettre du sel sur de la plaie, mais c'est encore une fois ma vision, hein, je ne prétends pas s'il y a des gens qui l'ont utilisé et que ça a rendu heureux, bah, tant mieux. Mais moi je prône l'amour inconditionnel, pas l'amour condition et pour moi le «fuis-moi je te suis», c'est on est beaucoup dans l'amour condition, on est dans la stratégie, on est dans la croyance que, si je suis comme ceci ou comme cela ou si je fais ceci ou cela, je vais pouvoir obtenir, l'amour ou la relation. Donc on part pas de pour moi, on part pas d'un endroit qui est sain d'un point de vue pérenne, mais encore une fois, ça n'est que ma vision. Le «fuis-moi, je te suis» et le «suis-moi, je te fuis», ça part du principe que oui, par exemple, pour quelqu'un qui a une blessure forte qui va vibrer, dans un lien d'attachement évitant, et ben, il a tellement besoin de liberté que si tu t'éloignes, ça va lui donner envie d'aller vers toi et plus au contraire tu lui cours derrière, ça va lui donner envie de te fuir. Et quelque part, c'est un peu la même chose. C'est en ça où ce sont des blessures qui s'opposent, mais qui ont des racines communes. Celui qui est dans l'anxiété, c'est pareil. Souvent, j'ai des personnes qui viennent me voir en raison de leur vibration de dépendance affective et qui me disent, en fait, que ce dont elles rêvent, c'est d'un amour, sain, sécure et tout ça. Et je leur dis: «Mais moi, je vous mets, quelqu'un en face de vous qui vous aime exactement comme vous êtes, il ne vous intéressera pas une seule seconde». Et là, elles se rendent compte qu'en effet, elles en ont eu et puis elles ont pas donné suite. Parce que le corps est et la blessure ne permet pas, n'est pas attiré par ça. Donc c'est pas juste seulement ce qu'on attire, c'est ce par quoi on est attiré nous aussi en raison de nos blessures. Donc si je suis dans la blessure, j'ai besoin de l'indisponibilité, de que l'autre soit fuyant et que l'autre soit inaccessible pour vibrer. C'est ça, c'est le schéma qui s'active et qui me donne la sensation d'être vivant et pire, d'être amoureux. Parce qu'on croit que l'amour, c'est ça, c'est cette tension perpétuelle du système nerveux qui donne de la dopamine de mauvaise qualité. et justement, les personnes qui en ont conscience de ça, par exemple, si on prend l'exemple là d'une personne qui vient te voir, et qui dit, consciemment vouloir une relation, stable, harmonieuse,
et en fait, inconsciemment, qui veut plutôt, bah, de l'adrénaline, qui va être surprise et autres. Quels seraient les conseils que tu pourrais lui donner alors du coup? Quel est le cheminement que l'inviter à faire pour pouvoir, justement, être plus apaisé et avoir des relations, plus harmonieuses? Alors, en dehors de ce que je partage, déjà dans l'ouvrage, il y a après tout le travail dans mon programme de libération, il y a une phase qui est, d'aller dans le subconscient, dans le corps, dans le système nerveux et de repartir dans, hem, finalement, les racines du mal. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'au départ, j'ai créé ce schéma dysfonctionnel à l'intérieur de moi? Et là, c'est ma croyance, c'est que ce schéma-là, spécifiquement et d'ailleurs je crois que je le dis dans le livre, hein, c'est la blessure spécifiquement où moi j'ai pas réussi à la réparer toute seule. Donc je me trouve hyper mal placée pour dire aux gens, comment ils pourraient faire pour le faire tout seuls. Moi je crois que là, celle-là, je dis pas que c'est pas possible, mais il faudrait aller demander à quelqu'un qui a réussi à le faire tout seul dans ce cas, parce que moi je peux pas partager quelque chose que j'ai pas su faire. En revanche, ça serait déjà, le premier pas, du coup, si on part de mon chemin, le premier pas, c'est d'arriver à être en sincérité radicale avec soi et de se dire: «Je suis dans une souffrance de dépendance, je suis dans une souffrance, liée à un schéma intérieur énergétique de répétition, qui n'est plus celui que j'ai envie de revivre. J'en ai marre et je veux pas que ma prochaine relation, ça soit une énième répétition de ce que j'ai déjà connu. J'en ai marre de laisser ma télécommande émotionnelle à quelqu'un d'autre. J'en ai marre de chercher sans arrêt la validation à l'extérieur». Et je vais commencer à m'offrir le droit d'être aidée. Et ça, c'est commencer déjà à se donner un peu de valeur, valoriser son temps, valoriser son énergie. Je crois que déjà ça, c'est un premier pas qui est, je trouve, précieux. Et ensuite j'irai connect s une fois que je me suis donné ce droit-là, j'irai me dire: «Comment je demande à la vie de mettre cette bonne personne pour moi sur mon chemin?» Comment je vais décider de me faire confiance, que je vais choisir avec mon cœur et mon instinct. Heu et que peut-être, bah, il y aura plusieurs étapes. On ne sait pas. Voilà, parfois parfois il y a un besoin de plein de personnes ou de plein d'étapes, je sais pas. Ensuite, je mettrai vraiment l'accent sur, comment je décide de choisir à partir d'aujourd'hui des gens qui me choisissent et que ça devienne je crois, le critère numéro un. Parce que trop souvent quand on a ce schéma-là, on choisit des gens qui ne nous choisissent pas. Et on croit que le problème, c'est nous et qu'on doit devenir, ce que l'autre attend et donc je mettrais vraiment, le départ de mon énergie à aller, désactiver ça. Mais encore une fois, c'est souvent, en tout cas les personnes que j'accompagne et chez moi, c'est souvent tellement profond que comme disait Einstein: «Le cerveau qui a créé la barrière peut pas être le même qui la lève» et heureusement, sinon ce serait dangereux. Mais ça c'est pour ça que pour moi, ça demande vraiment de s'écouter et de choisir quelqu'un en qui on a confiance, qui est extérieur au schéma, à qui on va dire: «OK, avec toi, je peux, laisser l'accès, de l'autre côté de la barrière pour que tu m'aides à aller comprendre pourquoi je l'ai mise et pouvoir, faire le job derrière pour qu'ensuite mon corps puisse la lever». Ça peut être avec de l'hypnose, ça peut être, avec de la kinésiologie, par exemple. Complètement. Vraiment, moi, Anne Bérengère, au-delà des outils, parce que des outils, il y en a plein, moi je pense toi tu en proposes, des super, j'en ai des super. Je crois qu'au-delà des outils, c'est le lien humain. C'est vraiment, tu vois, si je prenais le parallèle avec un chirurgien, si tu dois te faire opérer d'un triple pontage, tu regardes tu vas pas forcément regarder la marque de son scalpel. Tu vas regarder est-ce que lui, je pense que je vais me réveiller après, tu vois? Moi, je crois que c'est plus ça, parce que si je regarde les personnes avec qui j'ai vraiment eu des résultats, ce sont pas des gens avec qui mon cerveau aurait dit: «Ah oui, oui, c'est les bons diplômes». Non, pas du tout. Par contre, ça a été révolutionnaire pour moi. Donc à partir du moment où on écoute le cœur et on perçoit les signaux de la vie, parce que la vie met les bonnes personnes sur notre chemin, mais trop souvent, on veut que le mental, valide, Bah, c'est alors ça. que le mental, c'est celui qui a créé le problème. Alors, faut arrêter de l'écouter tout le temps. Ouais, se faire confiance, écouter aussi et devoir savoir s'il y a un bon feeling avec la personne pas hésiter à dire si on prend un premier rendez-vous et que ça le fait pas, par exemple, pas hésiter à dire: «Non, je continue pas». Je m'écoute, c'est important aussi, pas se forcer aussi
parce que, bah, on a une amie qui a eu des super résultats avec cette personne-là. Ouais. Si on la sent pas, eh Mmh. bien, c'est OK, c'est légitime et on n'a pas de honte à voir si tout le monde l'adore et que vous l'adorez pas, quoi. Complètement, complètement. Sinon ça on est maltraitant envers soi-même sinon, tout à fait. Bah, c'est ça et quand Et peut-être que dans ce cas-là, la vie nous enverra justement quelqu'un qui ne correspond pas pour qu'on apprenne à dire non. aussi, ouais, ouais. Heu et quel est selon toi un amour sain? Parce que doit être pour toi, voilà, la rencontre amoureuse, c'est la rencontre de blessures et après, bah, on évolue ensemble et on va se soigner et c'est vraiment la rencontre avec l'autre qui fait c'est une évolution personnelle forcément, mais aussi, bah, au niveau du développement personnel et du coup, est-ce que tu as une définition d'un amour sain? Alors j'ai une définition aujourd'hui qui est pas du tout celle que j'avais autrefois. Aujourd'hui je souvent je communique beaucoup sur le coup de f ce fameux coup de foudre qui pour moi est vraiment un symptôme dépressif et peut-être même un peu dangereux à certains niveaux parce que justement il vient alimenter le schéma et il vient confondre l'état amoureux et l'état de désir qu'on appelait éros autrefois avec philia qui est pour moi l'amour sain. L'amour sain aujourd'hui, une fois qu'on a su désactiver ce schéma et aller nourrir ce qui est bon pour soi, heu, c'est une relation dans laquelle tu es challengé, tu ressens du désir, tu ressens de l'attirance, tu ressens, de la sensation de t'améliorer constamment avec l'autre et que c'est réciproque, mais ton système nerveux est sécure dedans. Pour moi, c'est vraiment fondamental de te dire: «Quand je suis avec cette personne, je ne me sens pas menacée, je ne me sens pas l'obligation d'être autre chose que ce que je suis, je ne sens pas». On parle souvent de: «Il faut des preuves d'amour». Non, pas besoin de preuves d'amour. Quand tu es dans une relation dans laquelle il y a de l'amour et ton mental est détendu. En fait, tu peux juste être toi et et ça c'est sain pour moi. Est-ce que ça t'énerve pas, toi, de voir, autant de films, de séries à succès qui, mettent en avant des relations toxiques, quoi? Parce que je trouve que Aussi. tous les les sitcoms amoureux Mais ça commence avec les contes de fées, Anne Bérangère. ouais, Dès alors qu'on est enfant, on te fait moi, croire, j'ai eu la chance ça s'arrête à la rencontre. On te dit pas, hein, tro ils eurent beaucoup d'enfants, mais on te dit pas comment ça se passe après avec les beaucoup d'enfants, hein. j'ai parce que suite à ton livre, tu vois, je me suis interrogée justement sur, ma vision de l'amour, relation amoureuse, tout ça et moi, j'ai eu cette chance-là que, je n'ai regardé aucun dessin animé durant mon enfance. Je le connaissais les Disney, comme je me suis intéressée, j'ai commencé à regarder, j'avais une vingtaine d'années, pas 25 ans, c'est te dire. Je savais que ça existait et tout, mais j'étais pas à ce conte les contes de fées, les princesses, c'était pas mon truc. J'avais juste des poupées Barbie, j'adorais les Barbie, mais voilà et par exemple, typiquement, La Recherche du prince charmant, moi, j'ai jamais eu ça. Donc forcément, je ça m'a pas orientée, mais quand je vois aujourd'hui des séries, les sitcoms, toutes les relations amoureuses, mais même les grands, il y avait des, comment, il y a eu, beh, il y a plusieurs années déjà, mais tu sais, 50 nuances de Grey. Oui. C'était, voilà, après c'est romance et tout, mais c'est toxique et quand on voit toutes les relations, en fait, on part du principe, il y a toujours, soit l'homme ou la femme. Souvent l'homme, il a des difficultés, la femme, elle est un peu en mode sauveuse: «Oui, mais avec moi, il est différent, je vais le guérir, je vais le soigner». Ça casse, ça le fait pas, ça se sépare et hop, après ça se remet ensemble et puis on se rend compte, voilà. Et je trouve que c'est important de dire que c'est pas la réalité, c'est pas un amour sain, et que c'est de la fiction. Parce qu'un amour sain, comme tu disais et ben, je pense que ça serait chiant et ça serait chiant à filmer et ça Mais complètement. et je pense que Complètement. c'est important de se rendre compte de ça, de prendre du recul aussi. Alors je pense surtout quand on est jeune, mais bon, bah, ça peut être aussi après, hein, de se dire ça: «OK, c'est de la fiction, c'est marrant et tout, voilà, mais c'est voilà, c'est pas ça une vraie relation amoureuse» et voilà. Et l'homme si Mmh. pas des biscottos, et voilà, ça peut quand même être un homme, très bien qui nous correspond, quoi. Oui, c'est vrai. J'aime bien là, André Comte-Sponville, il disait, quelque part un amour,
Heu, pour lui, un bel amour et j'aime beaucoup cette vision-là, c'est de te dire: «C'est quelqu'un avec qui, je m'ennuie encore mieux avec cette personne que je ne m'ennuie tout seul». C'est-à-dire on est, hem, ouais, c'est être capable, que cette présence, te t'élève ou t'enrichit, sans que tu te sois sans arrêt, sur le en mode tension et au final, les films, ça nous envoie aussi beaucoup, la croyance que l'amour pourrait nous tomber dessus comme ça au coin d'une rue et que ça serait foudroyant. C'est le principe de coup de foudre, quoi et bam, ça y est, l'amour arriverait. Je compare souvent ça au fait de jouer au loto, comme les gens qui se disent que, bah, l'argent, ça arrive comme ça, sur un coup de poker. Pour moi, c'est un peu un syndrome, de dépression enfouie parce que c'est croire que, il y a une clé magique. C'est pareil, à la porte d'entrée de mon accompagnement, moi je m'assure souvent aussi que la personne n'est pas encore dans son schéma de victime. Parce que quand tu es dans un schéma de victime, bah, tu vas entretenir la croyance qu'il y a quelqu'un qui va venir te sauver. Il y aura une méthode miracle qui fera que, tu bois cette potion ou tu prends ce truc et puis bam, demain tu es guéri. Alors que non. Le L'amour, c'est quelque chose de merveilleux, mais qui demande quand même d'aller, faire un chemin. Si tu as envie d'être riche, bah, c'est pareil, ça va demander quand même d'aller trouver un moyen d'apporter de la valeur dans le monde, hein, parce que c'est la contrepartie de quelque chose et donc je me dis que oui, tu as raison, si on mettait en évidence, des personnes qui s'aiment c'est pareil, il y avait un super bouquin que j'avais lu il y a quelques années qui disait qu'au final, les couples qui se disputent, c'est pas forcément qu'ils sont pas heureux non plus, quoi. Et donc on véhicule cette espèce de croyance qu'un couple, heureux, c'est un couple qui se dispute jamais, qui a un coup de foudre, monstrueux, dès le début et puis, c'est une évidence. Heu, ben, au final, les rares personnes, que j'ai rencontrées qui avaient vécu ça, c'était des bulldozers qui se sont pris dans la tête et et c'était plutôt des relations, hem perverse et extrêmement toxique et ça avait rien à voir avec de l'amour, hein. Mais encore une fois, parfois on a besoin, l'expérience des autres est parfois un peigne pour les chauves et parfois on a besoin de vivre le truc tout seul pour s'en rendre compte. Mais je suis d'accord avec toi, s'il y avait pas tous ces films, au départ, on arrêterait de faire croire aux gens, que ouais, un peu comme le loto quoi, qu'il existe, un chemin, qui mène au sommet sans avoir à grimper, quoi. Ouais, une recette miracle et d'idéaliser aussi, d'idéaliser l'amour, d'idéaliser, les relations aussi, tout ça quoi. Important, je pense. Au moins notre regard, je pense, c'est le début de tout aussi. Poser un regard le plus juste possible sur nous-mêmes et sur l'autre, quoi. Comment ça? Bah, ce que je disais, c'est que si on idéalise avec les films et tout, on se dit: «Ah là là, mais la relation, ça sera ça, ce sera le coup de foudre, Ouais. il sera comme ça, il sera à mes petits soins et il fera plein de preuves d'amour, il m'offrira des chocolats, il m'emmènera là et puis il aura plein d'argent, puis on fera ça et tout», tu vois? Comme dans les films, comme, tout ça, quoi. Ou ça sera le bad boy, mais bon, au final, c'est un mec bien, et je pense que d'avoir conscience de ça, que voilà, ce n'est pas la réalité, c'est le début, d'avoir vraiment un regard le plus juste possible sur la réalité, quoi. Oui. On est parfaitement imparfait. Complètement et sur le présent aussi, de se dire: «Et aujourd'hui, est-ce que cette relation me nourrit?» plutôt que de fantasmer ce que le potentiel qu'elle pourrait, développer, où est-ce qu'elle pourrait amener parce qu'il y a des causes, des cases qu'on coche, sur une liste virtuelle. Est-ce qu'en réalité, je ressens de la joie quand je vois cette personne? Est-ce que j'ai la sensation que mon énergie s'élève quand je vois cette personne? Est-ce que, voilà, est-ce que je me sens détendue quand je suis à côté de cette personne ou est-ce qu'au contraire, après l'avoir vue, j'ai pouf, une baisse, d'énergie énorme parce qu'en fait, ça signifie que mon système nerveux en sa présence a été tendu tout le temps et ça, c'est aussi ce qu'on assimile, heu, à mon avis de manière erronée à de l'amour, parce que ça crée une espèce d'adrénaline, heu et et que tu vois les gens, ils se coupent complètement du monde, ils vivent en autarcie, ils et alors qu'ils se connaissent pas du tout. Donc le jour où ce shoot hormonal dégringole, tu te dis: «C'est qui cette personne?» «Ah bah mince alors, C'est très j'ai chouette, perdu 6 mois de ma vie?» c'est trop dit ce que tu dis, ouais, de revenir dans l'instant présent, dans le moment présent et ce qu'il apporte parce qu'on ouais, on imagine ce que la personne va changer aussi. Ça, je trouve que c'est erroné. C'est utopique en tout cas de croire que, la personne va forcément changer parce que si elle ne le veut pas, bah, elle changera pas.
Et est-ce qu'on change ou est-ce qu'on se rapproche de notre, nature profonde? Ça, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est très juste ce que tu dis, très intéressant. Et est-ce que tu pourrais partager, des signaux d'une relation toxique? Hem, tu donc j'entends là, on a parlé d'une relation saine. Des signaux d'une personne là qui nous écouterait et elle se dirait: «Est-ce que, là, je serais pas dans une relation toxique?» Alors, déjà, je voudrais préciser qu'une relation, elle est toxique autant à cause de l'autre qu'à cause de nous-mêmes. Parce que très souvent, on a tendance à diaboliser l'autre quand on est dans une relation toxique et on voit beaucoup facilement la paille dans l'œil de son voisin. Donc revenons à nous, si la relation est toxique, c'est que j'amène de la toxicité. Tant que je suis pas en conscience de ça, je vais vivre, dans le fantasme qu'en fait, j'ai pas rencontré la bonne personne et je vais tout foutre sur l'autre alors que quelque part je trimballe un bout de toxicité et que tant que j'ai pas bossé sur moi ou que j'ai pas été, en sincérité radicale avec moi, parce que voilà, bosser sur soi, ça veut pas forcément aller voir un thérapeute, hein, ça peut être, lire des livres, raisonner, être en sincérité avec soi. Donc déjà, c'est la première chose, je dirais. La relation toxique, une relation, c'est aussi en partie soi, dedans, et une relation qui était saine au départ peut devenir toxique et inversement. Moi aussi, en tout cas, c'est ma vision. Tu peux, en bossant sur toi ou en désactivant certains schémas, justement parce que parfois c'est toi qui rends la relation toxique, beaucoup plus que l'autre, tu peux apaiser la relation. Parce que l'autre, du coup, va arrêter de réagir aux trucs que tu vibres sans arrêt puisque tu les vibres plus. Donc et inversement, on peut changer. Une relation qui était super peut devenir à cause d'un élément, je sais pas moi, une infidélité, qui a créé des éclats, dans certaines, sur certains plans de la relation, un deuil chez l'un des 2, qui l'amène à avoir changé de fréquence aussi et à plus être pareil dans la relation, une épreuve, professionnelle. Une relation, je pense qu'elle peut aussi, elle est le reflet de ce que nous vibrons, tu vois? C'est vraiment un peu comme une piscine, bah, si tu as le bon pH, c'est nickel, tu peux te baigner dedans, mais s'il y a de part et d'autre, ça vibre, ça change, il y a trop de chlore ou pas assez, bah, tu vas avoir des choses qui se développent qui sont pas forcément bonnes. Hem, Ensuite, comment tu identifies que la relation, elle est toxique ou elle est devenue? Mmh, pour moi, le premier truc que j'invite à regarder, c'est l'état de ton système nerveux quand tu es en relation avec la personne. Est-ce que est-ce que tu sens qu'avec l'autre, tu te sens en fait, certaines personnes vont dire: «Ah ouais, mais c'est fade, donc ça veut dire que j'aime pas». Alors qu'en réalité, ça veut dire que tu te sens sécure. Bon, évidemment, une relation amoureuse sans attirance physique, j'ai du mal à croire que ça puisse fonctionner. Néanmoins, au-delà, de l'attirance physique, il y a est-ce que je me sens menacée? Si tu crois que tu as encore besoin de sentir il faut de la conquête pour aimer, pour moi, tu es dans le schéma, tu vois? Tu es dans heu je suis attirée par cette personne parce qu'en fait, elle est mariée à quelqu'un d'autre ou parce qu'en fait, elle me répond pas tout le temps quand je la sollicite ou elle me maltraite un petit peu, mais j'ose pas m'admettre qu'en fait, je me sens maltraitée, tu vois? Des trucs qui font que, heu, tu as sans arrêt la sensation de devoir être à ton maximum, d'être tout le temps, ton système nerveux est un peu tendu et peut-être que ça te renvoie à une sensation d'insécurité que tu as vécue aussi, dans un schéma de l'enfance et que tu es habitué à ça, tu vois? Et que du coup, ton système nerveux, il confond, heu, la survie et l'amour. Tu vois l'idée? Donc moi, c'est vraiment le premier truc que j'irais regarder, c'est, est-ce que je me sens serein en présence de cette personne? Est-ce que quand je vois cette personne, c'est de la joie, de la tendresse, de l'excitation, de quelque chose de chouette? Ou est-ce qu'en fait, ça vibre une sorte d'adrénaline ou de dopamine, qui tu te sens vidé après, tu vois? Hem, pour moi, ça, c'est, une première chose qui, je trouve, ensuite ensuite évidemment, se référer au triangle de Karpman, c'est-à-dire la relation, est-ce que dans cette relation, je suis sauveur, persécuteur ou victime? C'est-à-dire, est-ce que, j'ai souvent tendance à me dire,
«Oh là là, il ou elle fait pas ceci correctement» ou «Je me sens pas respectée» ou «J'ai pas les preuves d'amour que je voudrais» et cetera. Donc c'est un peu la victime qui parle. Est-ce qu'au contraire, je suis dans une fois qu'il sera sorti de sa dépression, une fois qu'elle aura moins de travail, une fois qu'elle aura vu ce que je suis, ça va aller mieux, donc je suis dans le sauveur et dans l'espoir que les choses changent? Hem, Est-ce que je suis dans le reproche? Le persécuteur, c'est souvent celui qui va dire, «Ah, tu fais pas ça bien, tu fais pas ceci, regarde, un tel, ils ont l'air beaucoup plus heureux que nous, comment ça se fait que nous, on le soit pas? Regarde, je t'avais dit que pour me rendre heureux ou heureuse, il faudrait que tu fasses ça et tu le fais pas». Hem, donc quand on est dans l'un de ces, heu, comment on pourrait les appeler? Je sais pas moi, quand on ouais, un de ces rôles-là, ouais, exactement. Bon, c'est que là, on n'est pas, dans une position heu, d'adulte à adulte, OK, OK, quoi. Mmh. OK. Ça répond à ta question? Ouais, complètement, complètement. Et quel conseil tu donnerais à une femme qui materne son conjoint et que son conjoint la trouve, casse-couille? Je vois de plus en plus ça, en ce moment, beaucoup sur les réseaux, mais c'est, la femme est chiante. Ça devient, même les humoristes et tout, on en parle de plus en plus, c'est que la femme elle est chiante et Mmh. et bah, ça me gêne. Alors ouais, et c'est un peu, pour moi, c'est un peu le même, on peut le revoir dans, Madame a toujours mal à la tête et c'est Madame qui a jamais envie et puis, on va dire que, finalement, il y a plus de relations sexuelles dans le couple à cause de Madame. Alors qu'en réalité, moi, dans ce que je vois de l'autre côté, c'est très souvent, l'inverse. Mais Madame a senti que monsieur avait moins de désir et donc pour qu'il garde son correctement l'extérieur, si tu veux, elle va s'ajuster et donc dans ces c alors attends, je suis partie dans autre chose qui était en lien, mais ah oui, on reprend. Tu disais, c'est une femme qui materne, c'est-à-dire? Ouais. Elle materne et qu'est-ce que je dirais à cette femme-là parce que pour sortir des reproches de son mari, c'est ça? Ouais. Qui dirait: «Tu es chiante et tu me couves». Ouais, mais elle a plus tendance aussi à le materner. Parce qu'on pense Oui. un petit peu en tant que mère, parce que ça, c'est ça le truc aussi. Beaucoup de femmes, je trouve souvent, il y a beaucoup de femmes qui maternent, mais pour elles, c'est une preuve d'amour. Elles veulent prendre soin de l'autre. Par exemple, typiquement, l'homme, il a pas tendance, il veut prendre des rendez-vous médicaux, par exemple, pour lui, parce que pour elle, eh ben, ça lui va lui permettre d'être en bonne santé. C'est une matière à non, mais de materner, mais pour elle, c'est une preuve d'amour. Et Non. sauf que, bah, C'est pas une preuve d'amour parce que, alors ça peut être pour toi une preuve d'amour, mais en fait tu renvoies à l'autre, tu es pas capable de le faire quand même, hein. Donc, c'est un moyen inconscient d'essayer de se rendre indispensable parce qu'on a la croyance que ce que l'on est n'est pas suffisant. C'est très inconscient, mais quand tu es, avec la mê tu vas voir la même chose avec les hommes qui sont tout le temps en train de bricoler quelque chose ou qui sont beaucoup dans le faire. C'est pas uniquement, féminin, mais c'est sur celui qui a ce comportement-là, je l'inviterai à se demander en sincérité radicale: «Est-ce que tu le fais vraiment pour l'autre ou est-ce que tu le fais parce que tu attends quelque chose en retour?» Que ce quelque chose en retour, ça soit qu'il soit toujours là, qu'il se sente indispensable, que finalement il puisse pas vivre sans moi et donc au final, c'est pas de l'amour, c'est une sorte de codépendance que tu essayes de maintenir. L'amour pour moi, le vrai, il grandit dans la liberté. Donc je fais le choix d'être là, je pourrais être ailleurs, je pourrais être avec, des plein d'autres personnes, mais en fait, je fais le choix d'être là parce que c'est là que je suis bien et et pas parce que si je vais ailleurs, on va pas prendre mes rendez-vous médicaux et on va pas me faire des bons petits plats. Sinon, ça veut dire que l'autre, il a lui non plus ou elle non plus pas confiance en sa valeur et ou dans ses capacités et donc moi, 1er truc, je renverrai à Mounir El-Kaïm qui est, j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage, un maître en la matière, hein, et au bouquin où qu'il a écrit «Si tu m'aimes, ne m'aime pas», pour aller prendre conscience que les jeux que nous jouons, ce sont des jeux dans lesquels chacun a trouvé le rôle disponible et s'apercevoir que finalement monsieur, il se plaint, mais il est bien content de pouvoir se plaindre et que c'est un rôle que chacun est content de jouer. Monsieur est content de pouvoir se plaindre de sa femme, mais parce qu'en fait, c'est quelque part, il a créé un jeu là-dessus, heu et que du coup, c'est un jeu qui est pas forcément, très sain, mais comme, hem, comme des épouses vont pouvoir se plaindre d'autres choses, en réalité, c'est aller creuser
pourquoi, dans le schéma familial, parce que parfois les enfants jouent des rôles aussi, on maintient un espèce de truc, à répétition et tu t'aperçois que généralement quand il y en a un des 2 qui essaye de se délivrer de ça, soit en se faisant aider, soit, en changeant, ses stratégies internes, et ben, l'autre, il va faire tout pour le ramener à ce qu'il était avant. Je prends souvent l'exemple, monsieur se madame se plaint parce que monsieur fait jamais la vaisselle et c'est toujours moi qui fais ceci, c'est toujours moi qui m'occupe des enfants et c'est toujours moi qui fais ça et tu as le conjoint qui va chercher à agir, à commencer à s'occuper des enfants, à commencer à prendre soin de la maison et elle va lui répéter combien il l'a pas bien fait. Parce que quelque part, elle voulait pas qu'il le fasse, elle voulait pouvoir se plaindre de lui. Donc en fait, on est là, il faut aller à la racine plus profonde qui est, dans le schéma, tu vois? Parce que sinon l'autre il va essayer de te «Ouh là là, il commence à être, à prendre plus soin de lui. Ça fait longtemps que je lui avais dit de faire du sport, mais en fait, j'avais pas du tout envie qu'il en fasse parce que là, je me rends compte que, bah, j'ai peur de perdre». Tu vois? Et donc je vais tout faire pour le ramener, alors qu'en fait, il prend la direction que depuis des années, je lui dis de prendre. Mais là, du coup, il la prend, ça m'angoisse à mort parce que je me dis: «Ouh là là, le schéma va changer. Quelle va être ma place dans le couple de demain?» Je me sens menacée et c'est là où tu vois qu'en fait, on n'est pas dans un lien d'amour qui élève, qui a vraiment envie que l'autre soit plus heureux, plus libre, plus grand. C'est, «Ouais, tu as le droit d'être heureux et libre, mais si tu l'es avec moi, hein, et si moi aussi je me sens, le retour». Pour moi, c'est pas vraiment, de l'amour. Il peut y avoir de l'amour, mais il y a beaucoup quand même de dépendance et de peur dessus. Ouais, des insécurités derrière, au final, on en revient toujours à ça, hein. Mmh. J'ai l'impression. Oui. Ça répond? Je sais pas si ça répond, je pars toujours dans tous les sens et parfois je C'est m'éloigne un hyper peu du intéressant ce que tu dis, tu mmh. donnes des exemples concrets qui permettent aussi aux personnes de s'identifier parce que clairement, c'est des situations, on entend trop, quoi. On entend beaucoup et que penses-tu d'un couple qui, au fil des années, va choisir alors je pense au bout d'un certain nombre d'années ensemble, ou d'un certain âge, je sais pas, d'un couple en tout cas qui choisirait de rester par confort de vie, à 2 par, confort financier par exemple, par rapport aux enfants et autres, alors qu'ils aspiraient à autre chose. Mais, parce que, on va prendre les personnes, je pense pas que les par rapport aux enfants, c'est pas le bon âge, mais par rapport attends, je vais reformuler ma question. Que penses-tu d'un couple qui, à partir d'un certain âge, préfère choisir, de rester avec l'autre par confort de vie, Mmh. pas au confort financier par exemple notamment, plutôt, mais qui aspirait où l'amour n'est plus ce qu'il était. Alors l'amour, on est d'accord qu'il évolue, Mmh. mais ils préfèrent, choisir ensemble. Alors reformule-moi le «que penses-tu?» parce que moi je voudrais pas mettre un jugement sur les choix des gens. Hem, Est-ce que pour toi c'est sain si une personne si un couple, donc que les 2 personnes choisissent délibérément, de rester entre elles, de rester ensemble plutôt, par confort de vie, alors que, finalement l'amour, elles aspiraient à autre chose. Elles aspiraient à une autre relation amoureuse, mais par confort de vie, par confort financier, pour plein de raisons, on va dire plus pratico-pratiques et choisissent de rester ensemble. Est-ce que hem, ça te gêne? En fait, le risque du confort, c'est de se perdre, dans tous les sens du terme, hein. Quand tu as trop de confort, tu as quelque chose à perdre. Donc c'est tu as le risque de te perdre toi. Je prends l'exemple de quand, j'ai été mal moi dans ma relation avec mon job, autrefois, j'étais salariée. Et ben, pendant longtemps, je suis restée parce que j'avais le confort de me dire: «J'ai une place au chaud, je suis dans une grosse boîte qui fera pas faillite, qui me paye tous les mois et dans un truc que je sais faire où je sais que je suis douée». En fait, je ressentais rien, aucune joie, aucune envie de me lever le matin, j'aimais beaucoup mes clients, mais j'apprenais plus rien et j'étais dans un quelque part, j en choisissant le confort, j'ai creusé l'éloignement avec moi-même et avec l'amour de moi-même puisqu'en fait, je
j'aurais pas eu de job, j'aurais peut-être, bondi, dans la rencontre avec moi-même beaucoup plus rapidement, parce que j'avais donc c'est en ça où, moi je suis personne pour dire si le confort, il est sécurisant ou s'il est au contraire étouffant et il repose sur une peur. Plus tu as de confiance en toi, je pense, et en la vie, et ça passe par aller, faire la paix avec beaucoup de blessures et couper beaucoup de schémas. Plus tu vas aller écouter ce qui te fait si ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui fait que tu vibres, ce qui fait que tu es heureux, et si quelque part, hem, croiser cette personne tous les matins à ta machine à café ou dormir à côté de cette personne si tu dors dans le même lit, te coûte plus que la sérénité de savoir que tu as un toit. Est-ce que l'opération, elle est pas un peu déficitaire? Sur le long terme, je me demande comment ça attaque pas l'estime de toi-même. De te dire quelque part: «Bah, j'ai vendu, ma joie, heu, parce que j'avais peur de pas être capable de recréer aussi bien tout seul». C'est Par contre, si c'est un confort autre, c'est-à-dire un peu comme en parle, Sponville, André Comte-Sponville de, heu: «Je suis dans une relation qui n'est plus dans le désir ardent des débuts, mais j'ai une telle complicité. J'ai plaisir à voir l'autre quand même. C'est simplement que c'est devenu, un amour moins charnel et heu, moins challengeant qu'au début». Bah, c'est pas vraiment du confort dans ce cas, c'est plus, un lien qui s'est transformé, mais je trouve ça précieux, moi, dans un couple, de continuer à se challenger l'un l'autre sur chacun. On a tous des zones d'amélioration différentes. On se choisit souvent aussi parce qu'on se ressemble et qu'on se complète. Moi, je me dis si dans ma relation, bah, j'avais jamais la sensation que l'autre il appuie à des endroits où j'ai du chemin à faire, bah, ça serait un confort qui serait inconfortable et qui serait du coup, hem, voilà, qui serait peut-être, où tu peux rester, voilà, parce que, tu peux rester aussi pour d'autres raisons, pas forcément que le confort du toit, hein, mais il y en a qui restent parce qu'ils ont peur d'être tout seuls. Ils se disent: «Ah bah, finalement, c'est peut-être mieux d'avoir, quelqu'un, que j'aime pas à côté du lit que personne». Ouais, les enfants aussi, on entend beaucoup parler ça: «Ah oui, bon ça le fait plus et tout, mais bon je reste pour les enfants». Alors, soi-disant ça c'est une excuse pour dire je reste les enfants jusqu'à temps, momentanément et puis momentanément il dure un certain temps. Oui, et puis quelle image de l'amour tu renvoies à tes enfants quand même, hein, quand tu fais ça? Que, gra à cause de vous, je reste avec quelqu'un que j'aime pas, c'est super sympa à transmettre. Ouais. Est-ce que tu penses que l'on peut être épanoui toute sa vie avec la même personne? Il y a une étude sociologique que j'avais beaucoup aimée qui disait que, selon cette étude, on aurait besoin de 4 partenaires au cours d'une vie. C'est-à-dire, une personne au départ pour aller pointer du doigt les choses que tu as à bosser justement et les choses qui sont importantes. Une personne avec qui tu vas créer peut-être un foyer si tu aspires à avoir des enfants. Une personne avec qui tu vas, te challenger dans la rencontre de qui tu es vraiment, je crois, et une personne avec qui tu vas, vieillir. Et qu'en fait, bah, selon qui on rencontre, qui on est, comment on chemine, ces 4 partenaires, ils peuvent être une, 2, 3 ou 4 personnes. Hem, donc heu, donc j'ai pas la rép je crois pas qu'il y ait une réponse, qui soit la vérité pour tout le monde. Je crois que tout dépend voilà, de la rencontre que tu fais, du chemin que tu fais en toi, de celui que tu es prêt à faire, des décisions que tu prends. On a un pouvoir énorme dans la prise de décision que parfois on sacrifie justement au dé pour le confort. Il faut quand même, se rappeler aussi en étant doux avec nous-mêmes, hein, qu'il est beaucoup plus difficile de perdre quelque chose que l'on a que, de prendre le risque de gagner quelque chose que l'on n'a pas encore. Ça D'un point de vue nerveux, donc neurologique, pour un humain, c'est hyper difficile, de prendre le risque de perdre un confort, même s'il aime pas beaucoup et qu'il sait qu'il pourrait avoir mieux, heu, que de que de d'avoir la stimulation du gain potentiel.
Bah, c'est pour ça que beaucoup de personnes, préfèrent rester en couple avec, une personne qui ne leur convient pas à 100 parce que la peur d'être seule et de peut-être il y a une autre personne, mais je la retrouverai Oui, pas, c'est ça. On s'accroche beaucoup, à ça et aussi, c'est la raison pour laquelle on préfère souvent un non, à certains un oui hypothétique et donc les gens posent pas les questions, prennent pas les risques en se disant, «Je me préserve d'un non». Bah, ouais, mais tu as perdu le oui potentiel. Quand tu apaises ta blessure de rejet, tu prends plus de risques. ouais et ça induit aussi, d'avoir une bonne estime de soi, d'avoir, développé l'amour de soi, les sa foi aussi beaucoup, sa foi, ça induit tout ça aussi derrière au final, hein. Ouais et l'action. Quand tu as pris plein de noms dans la gueule, c'est bon, tu as compris que tu étais toujours vivant, hein. Est-ce qu'on retrouve les mêmes schémas ou les mêmes mécanismes dans une relation d'amour, une relation de couple et dans une relation, fraternelle? C'est une relation d'amour différente. Une v relation fraternelle par le sang, Ouais, donc une fratrie, même parents. oui. Est-ce que tu trouves qu'il y a des mêmes liens? Alors, moi, pour le coup, je suis pas sûre d'être, en bonne position pour répondre parce que j'ai accompagné tellement de personnes dans lesquelles il y avait de l'inceste, dans la fratrie que non, j'aurais envie de dire que, heu, il y a trop de fratries dysfonctionnelles pour que je puisse avoir l'envie de comparer les 2, tu vois? Heu, Maintenant, je comparerais peut-être davantage à des relations amicales profondes, tu vois? Je pense que oui, dans ma vision du monde, le plus bel amour, c'est quand tu as du désir et de l'attirance physique pour ton meilleur ami, quoi, tu vois? C'est Donc c'est ça merveilleux. veut dire, est-ce que l'amitié homme-femme existe? Je crois que l'amitié homme-femme existe si, il y en a un des 2 qui est homosexuel ou que, le sexe a été consommé et qu'il y a plus de désir du tout, des 2 côtés. Parce que s'il y en a un qui continue d'avoir du désir, je vois pas comment, ça peut être que de l'amitié. Il y en a un qui sera frustré. Mais oui, aujourd'hui, j'ai une relation, amicale profonde avec le père de mes enfants, par exemple, tu vois? Je pense que oui, c'est possible. OK, Mmh OK. Bah, écoute, merci et j'ai beaucoup. des amis homosexuels aussi et avec qui j'ai Oui, de oui, belles parce relations. que tu dis justement, voilà, il y a cette partie sexuelle, Le danger, ouais. soit qui a été, soit qui n'existe pas parce que, bah, voilà, la personne est homosexuelle ou elle a été consommée et qu'il y a plus d'attirance. Bah, pour moi, c'est un peu la différence vraiment, un ami, quand tu le vois, tu es content, tu as envie de son bien, tu te réjouis quand tu le vois, bah, tu as pas le désir. Bah, pour moi, l'amour, le plus bel amour qui soit, c'est quand tu as tout ça, de l'amitié, mais qu'en plus tu as du désir sexuel et que tu as une tendresse, tactile que tu vas pas avoir dans l'amitié. C'est ce qui différencie, c'est ça et qui rend, ton lien amoureux, exclusif et différent. En tout cas, c'est ma vision après, tu es pas obligé de la partager, mais tu Mmh. Non, mais on est d'accord, on est d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour, toutes, ces beaux partages. Est-ce que tu aurais un mot, final à partager, un mot, quelque chose que tu voudrais partager? Que tu as quelque chose que tu voudrais dire, terminer cette interview? mmh, heu, j'aime j'aime bien l'idée, que tout chemin commence par un pas. C'est souvent le premier pas qui coûte le plus d'ailleurs, mais qu'à partir du moment où on commence à marcher, hem, on ira toujours plus loin, même en marchant tout doucement, que si on était resté assis et que justement par, cette, énergie du mouvement, à un moment, on commence à accéder à des paysages qui sont très différents, à un niveau d'oxygène qui est beaucoup plus pur et où on sait qu'on continue de marcher, mais, avec, une joie et un plaisir qui sont radicalement différents. Donc j'ai envie de dire, que vous soyez déjà dans le mouvement ou que vous commenciez tout juste, voilà, félicitez-vous, honorez-vous, marcher vers soi, c'est un chemin dont voilà, qu'on ne peut pas regretter. Eh ben, merci beaucoup. Je rappelle avec ton livre, Les gens qui s'aiment ont leur secret aux éditions Le Lotus et l'éléphant.
Je mettrai bien sûr, les coordonnées aussi, de ton site web pour, les personnes qui seraient intéressées pour faire des consultations. Tu en fais en visio aussi? Alors le mieux, c'est de me suivre sur Instagram parce que je partage quand même beaucoup de choses, gratuitement sur Instagram et sur Facebook. Non, je fais pas de consultation, je travaille qu'à travers d'un programme complet. Donc il y a des séances, collectives et individuelles avec moi, mais uniquement sous forme de à part de temps en temps, je propose un atelier, collectif, 2-3 fois par an. Sinon non, je fais que du travail complet. J'accompagne pas, je fais pas de bricolage. C'est ma manière. Exactement. Ça marche. Je laisserai aussi ton compte à Instagram, Facebook et tout ça pour, les personnes qui veulent te suivre et puis, je vais travailler avec toi. En tout cas, merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Bérangère, merci beaucoup. Intéressant. L'amour de soi, un vaste sujet, que l'on ne peut pas regretter comme tu le dis. Donc merci beaucoup à toi et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.